Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Anti-inflammatoires, gélules cardiovasculaires et anti-diabétiques. La liste des médicaments inefficaces, inutiles, voire dangereux est longue. Dans un livre choc, les professeurs Debré et Even lancent une violente charge contre l'industrie pharmaceutique. Un pavé dans la mare au moment où le déficit de la sécurité sociale se creuse. Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud et du professeur Jean de Kervasdoué. Gaz de schiste, transition énergétique, biodiversité, il y aura beaucoup de sujets au menu de la conférence environnementale qui s'ouvrira demain. Les ONG reçues aujourd'hui à l'Elysée attendent de réelles avancées. Après des semaines de cacophonie au sein du gouvernement, notre invité, c'est le député européen Europe Écologie Les Verts, José Bové, dans un instant. Et puis difficile de ne pas céder à la tentation des sondages. Confronté à une baisse de popularité, le président Hollande renoue avec une pratique très courante de ses prédécesseurs, la commande d'enquêtes d'opinion. Mais l'exécutif prévient tout de suite pour éviter la polémique, il n'y aura pas de frénésie sondagière ni de dépenses excessives. Le décryptage à suivre de Stéphane Rosès dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Et on débute ce journal par les protestations qui s'amplifient dans le monde arabe contre le film dénigrant l'islam. En Irak, en Iran, à Gaza, au Caire, au Yémen, des manifestants en colère ont fustigé une atteinte au prophète Mahomet. Le film est jugé écœurant par Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine. Par ailleurs, l'enquête se poursuit autour des circonstances de la mort de l'ambassadeur américain. La Libye annonce ce soir de nombreuses arrestations et dans le même temps, 2 navires de guerre américains font route vers les côtes libyennes et une cinquantaine de marines ont été déployés sur place. Retour en France à présent, nous vous en parlons régulièrement dans ce journal. La réforme à venir sur la démocratie territoriale va reposer en grande partie sur une large consultation des élus locaux. Cette consultation donnera lieu ensuite à des états généraux prévus les 4 et 5 octobre prochains à l'initiative du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Mais avant ce rendez-vous, des rencontres sont prévues dans les différentes régions de France. Escale aujourd'hui à Blois avec nos journalistes Paul Bouffard et Aurélien Romano. 2 sénateurs ont réuni aujourd'hui à Blois, maires, conseillers généraux et régionaux, bref tous les élus d'un territoire avec un objectif. Consulter au fond le terrain. Et c'est ce que le président du Sénat a voulu et a demandé à chaque sénateur de tous les départements français d'organiser une réunion pour débattre. Débattre avec franc-parler et dans la concertation, c'est l'atmosphère de cette réunion. 200 élus ont répondu à l'invitation des sénateurs Jacqueline Gouraud et Jeannie Lorjou. Très vite, l'impression d'un déficit de démocratie entre petites communes et État domine. Rien ne doit se décider, rien ne doit faire l'objet d'un diktat sans que, entre guillemets, le peuple et les élus de base soient concertés. Les élus sont réunis en atelier, c'est l'occasion d'une réflexion commune sur tous les aspects qui les touchent. Il y a le choix qui sera fait en ce qui concerne les représentants des cantons, les représentants, savoir exactement ce que deviendront les départements, de ce que deviendra la région. La synthèse des travaux aura lieu les 4 et 5 octobre prochains à Paris et devrait servir de base au gouvernement pour élaborer la future loi de décentralisation. Et j'ajoute que le Sénat a aujourd'hui adopté le projet de loi sur le logement social. Sans surprise, l'ensemble de la gauche a voté le texte. L'UMP contre, à une exception près. Le projet, je vous le rappelle, prévoit notamment un durcissement des sanctions à l'encontre des villes qui ne respecteront pas le quota de 25% des logements sociaux et une multiplication des pénalités par 5. Dans l'actualité également, il faut croire qu'elle est vraiment pressée de partir. Martine Aubry a créé la surprise en annonçant ce matin qu'elle abandonnait la direction du PS à la fin de la semaine sans même attendre la désignation définitive de son successeur Harlem Désir. Une décision qui relance les critiques sur ce processus de choix dans lequel le vote des militants semble compter pour peu de choses, s'indignent certains socialistes. Et puis, ça s'en va.
Et ça revient. Le candidat Hollande avait promis que l'Élysée ne commanderait plus d'enquête d'opinion pour en finir avec des pratiques antérieures. Finalement, il y en aura bien. Les sondages sont donc de retour à l'Élysée, mais il n'y aura pas de dépenses excessives, prévient l'exécutif, une précaution nécessaire compte tenu des polémiques qui ont entouré la commande de ces enquêtes sous la présidence Sarkozy. Et nous ont rejoint nos premiers invités sur ce plateau. Notre invité politique, c'est le député européen Europe Écologie Les Verts, José Bové. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avec nous également Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Président de CAP, professeur également à Sciences Po. Alors Stéphane, nous allons d'abord réagir sur ces sondages. Est-ce que c'est le retour des sondages à l'Élysée? Pourquoi ce changement de position déjà? Oui, après un élan de puritanisme, je dirais c'est un retour au réel. Pourquoi? Celui qui a été élu par l'ensemble des Français, la nation, ne peut pas guider son action sans avoir une sorte de tableau de bord de ce que pensent les Français. Alors vous me direz, mais oui, mais enfin, il y a des corps intermédiaires, il y a des représentants des syndicats de salariés, de patrons, des grands élus, des grands éditorialistes, pourquoi pas des politologues, ça devrait suffire. Eh bien non, justement, parce que ce que visent à faire ces études, ce n'est pas l'addition des salariés, des consommateurs, des habitants de telle ou telle région. C'est de passer de l'intérêt de tous à l'intérêt général, et là il faut sonder les citoyens. Et ces outils sont des outils assez précis, qui vont beaucoup plus au fond des choses que les quelques questions qui sortent dans la presse. Donc le président de la République a besoin de repères. Ce sont des repères qui visent à dire finalement l'état d'esprit du pays. Ce ne sont pas normalement des guides stratégiques pour l'action, ce sont seulement des tableaux de bord qui lui permettent de mieux agir ou en tout cas de mieux faire comprendre son action. Justement sur l'action, Stéphane, ça veut dire qu'il y aura quand même une inflexion, un changement dans la manière de conduire l'action du gouvernement quand on a le nez sur les sondages? Alors justement, tout est dans l'expression le nez sur les sondages. Les journalistes, les hommes politiques qui regardent, qui commentent semaine par semaine les courbes, ont le nez sur les sondages. Ça, ce sont des sondages dits quantitatifs. Mais les sondages sans doute les plus intéressants, ceux auxquels on recourt, en tout cas l'Élysée, sur certaines choses, maintenant, sont les études dites qualitatives. Il ne s'agit pas de mesurer les réactions immédiates de l'opinion, il s'agit de comprendre des mécanismes en profondeur, c'est-à-dire passer du latent de ce que disent les personnes répondant aux questions des sondages, par exemple dans la presse, à en profondeur ce que pense le pays. Par exemple, le sujet, François Hollande l'a dit, mais aussi Jean-Marc Ayrault, le sujet pour le pouvoir actuel, c'est à la fois de mener le redressement du pays, et à la fois de répondre à des préoccupations immédiates. Eh bien, comment s'articule, par exemple, l'action de l'exécutif entre répondre aux inquiétudes du moment, le pouvoir d'achat, le prix de l'essence, les questions environnementales, et puis la question du redressement. En un mot, comment s'articulent les fins, les moyens, le court terme, le moyen, le long terme. Les études doivent donner des outils, sont des outils excessivement précieux pour, je dirais, orienter l'action. Merci Stéphane Rosès. José Bové, vous avez eu le nez sur les sondages? Vous les regardez? Votre code de popularité? Ah non, ça jamais. Jamais. Non. Moi, ce qui m'a intéressé, justement, il y a 2 sondages qui sont parus ces derniers jours, avant le sommet sur l'environnement. 2 sondages. Vous arrivez à votre sujet, on allait en parler. Donc un global et un autre spécifique sur les gaz de schiste. Alors, pour 2 journaux différents. Donc c'était très intéressant de voir comment les Français se situaient. Ce sont vos domaines de prédilection qui vous intéressent. Nous allons en parler justement de cette conférence environnementale qui s'ouvre donc demain. C'est un rendez-vous important où de nombreux sujets seront débattus. Vous l'avez dit, le gaz de schiste, la transition énergétique, la biodiversité. Les ONG reçues aujourd'hui à l'Élysée attendent de réelles avancées après des semaines de cacophonie au sein du gouvernement. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. C'est au tour des ONG de se retrouver pour une grande conférence au Conseil économique et social. À l'image de la réunion de juillet dernier, celle qui débute demain doit fixer la feuille de route de la transition énergétique promise par François Hollande. Donc c'est une méthode non pas pour enliser les décisions, mais pour prendre les bonnes, pour les discuter, pour les partager et surtout pour mobiliser tous les Français vers ce que doit être aujourd'hui une politique de relance écologique qui doit être bonne pour la planète et en même temps qui doit créer des emplois. Pendant 2 jours, pas moins de 14 ministres, ONG, syndicats, collectivités locales, 300 personnes participeront à cette conférence. 5 ans après le Grenelle, beaucoup attendent plus que des déclarations d'intention. Moi j'attends vraiment
non pas avec inquiétude, mais avec une grande attention, le discours que le président de la République va porter. Par exemple, exemple concret, qu'est-ce qu'on fait d'une banque publique d'investissement, c'est-à-dire quelle somme nous utilisons à la transition écologique, quelle somme nous affectons à la sobriété énergétique, quelle somme nous mettons sur les nouvelles technologies. Voilà des choix qui seront des choix majeurs. Des mesures d'urgence sont attendues pour l'éolien et le solaire, des filières à l'asphyxie. Mais avant même que la conférence ne débute, certaines associations dénoncent le manque de temps et de méthode, rappelant qu'aucune mesure de fiscalité verte ne devrait être intégrée dans le projet de loi de finances 2013. José Bové, avant d'évoquer en détail cette conférence, comment qualifiez-vous la politique écologique du gouvernement pendant ces 100 premiers jours? Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu plutôt des moments un peu d'inquiétude, avec des discours de certains ministres. Je pense à Arnaud Montebourg, évidemment, qui a un peu défrayé la chronique, une fois sur le gaz de schiste, une fois sur le nucléaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, il n'y avait pas de pilote dans le bateau. Le premier problème, ça a été l'éviction de Nicole Bricq quand il y a eu cette espèce de... où elle a été mise en minorité sur la question du forage en Guyane. C'est déjà un mauvais signal pour vous? Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais signal, mais en tout cas, c'était un manque d'impréparation. C'est un peu quelque chose qu'on avait toujours dit. C'est vrai que le logiciel écologique au Parti socialiste, moins qu'on puisse dire, n'est pas très performant. Alors, moi, je pense que Delphine Batho a des convictions, qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique d'ouvrir ce débat, et je pense que c'est bien. Des convictions, c'est bien. Elle pourra les défendre au sein de ce gouvernement, oui? On va voir les arbitrages, mais là, le président de la République va ouvrir les débats demain matin. Samedi midi, c'est le Premier ministre qui va les clore. Donc il va falloir, qu'il y ait une méthode sur la question de la fiscalité. On en a parlé là, je crois que c'est fondamental. Comment on sort de la fiscalité sur le travail pour aller vers une fiscalité écologique? Aussi bien au niveau français d'ailleurs qu'au niveau européen, c'est un sujet de fond et c'est pas un sujet anodin. La question de la transition énergétique, on l'a dit, mais après il va y avoir des questions très concrètes, précises. Justement, mais qu'est-ce que vous attendez? Ça, ce sont des questions que vous énumérez. Quels actes vous attendez? Alors, il va falloir des actes d'abord très précis, puisque une des préoccupations centrales des Français, c'est la santé et l'environnement, le lien entre les deux. Là, il va falloir des mesures très fortes sur la pollution, sur la question des nitrates, sur la question de l'eau. Là, il va falloir, on peut prendre des décrets, ça ne coûte pas un centime, on peut le faire. Sur la question du gaz de schiste, il va falloir une réponse très simple. On arrête. Oui. C'était d'ailleurs la position de la majorité actuelle quand elle était dans l'opposition il y a un an. Ni prospection, ni exploitation. Je vous propose d'écouter la réaction, c'était ce matin, de Delphine Batho à ce propos, les gaz de schiste. Écoutez. Ce qu'a rappelé le Premier ministre, c'est qu'aucun débat n'est interdit, mais en même temps, dans cette même déclaration, il a rappelé que la fracturation hydraulique est interdite en France et qu'elle le restera. C'est la seule technique d'exploitation des gaz de schiste et c'est une technique qui pose d'énormes problèmes environnementaux. D'ailleurs, la Commission européenne vient de le souligner dans plusieurs rapports. S'il y avait une autre technique, l'exploitation du gaz de schiste serait envisageable. On en discuterait à ce moment-là, on aurait un autre débat. La technique est exclue, mais le gaz de schiste n'est pas dénoncé. Est-ce qu'il y a un double langage? Je ne crois pas qu'il y ait un double langage. Pour l'instant, on a une interdiction. Ça, c'est ce qui est le plus important. Le débat qu'on doit avoir, et ça va être le débat sur la transition énergétique, est-ce qu'on doit aller chercher la dernière goutte de pétrole et de gaz dans le sous-sol, au risque de détruire l'environnement, ou est-ce qu'il faut enclencher ce processus qui permette de sortir des énergies carbonées qui ont un effet aussi très important sur le réchauffement climatique? Donc le débat, il est là, c'est un débat qui est central. C'est pas simplement est-ce qu'on peut aller chercher la dernière goutte, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui profite à la collectivité ou pas, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? D'où la nécessité d'enclencher le processus de la transformation aussi de l'industrie, du transport, la question de l'isolement des bâtiments, etc. C'est très ambitieux tout ça. Mais deux jours, José Bové. Non, mais c'est un point de départ. Cette conférence environnementale, est-ce que c'est un Grenelle de l'environnement bis? Est-ce que ça risque d'être peut-être la foire des bonnes intentions, simplement? Il y a eu le Grenelle de l'environnement, je l'avais salué à l'époque comme étant une première et je pensais que c'était important. Il y a eu un certain nombre d'acquis qui n'ont pas forcément été traduits dans les actes. On ne va pas revenir sur ces acquis. Il faut les mettre en œuvre immédiatement, ça c'est clair. Mais il faut aller plus loin. Sur le logement, on peut créer du travail sur l'isolation des bâtiments. Actuellement,
c'est entre 200 et 300 000 emplois qui peuvent être créés sur ce secteur du bâtiment. Là, il y a une véritable demande. Oui. C'est un véritable levier emploi et environnement. Sur la question de la transition, c'est la même chose. Santé, environnement, agriculture, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans cette logique? Donc, quel va être le rôle de la France sur ces questions-là? C'est fondamental. Sur différents sujets néanmoins, les écologistes s'opposent au gouvernement socialiste, auquel deux d'entre vous, deux écologistes appartiennent. Est-ce qu'il y a une logique à votre participation dans ce gouvernement? Écoutez, selon vous? Écoutez, pour moi, c'est très simple. On a eu une discussion, on a signé un accord entre le Parti socialiste et les écologistes. On a même acté des désaccords. Avant toutes les couleuvres que vous avez dû avaler. On a avalé peut-être des couleuvres, j'en sais rien si ce sont des couleuvres qu'on a avalées. Mais aujourd'hui, il y a l'action qui se mène, le travail que fait Cécile Duflot sur le logement. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Le logement, bien sûr. Eh oui, non, mais c'est l'écologie dont on parle, vous et moi. Mais quand on parle justement de l'isolation des bâtiments, de la précarité énergétique des plus pauvres dans les bâtiments, aujourd'hui, c'est eux qui souffrent le plus de cela. Donc là, il y a un véritable chantier et c'est au cœur du problème. Si on veut réduire notre facture énergétique, c'est d'abord au niveau du logement et du bâti. Si votre parti Europe Écologie Les Verts décide de ne pas voter le traité budgétaire européen, que vous êtes quelques-uns à soutenir, vous, Yannick Jadot et Daniel Cohn-Bendit, est-ce qu'il y aura des réactions? Il y aura des représailles, peut-être même des sanctions de la part du gouvernement socialiste? Ça serait compréhensible, non? Écoutez, ça je n'y crois pas trop, parce que qu'il y ait des voix discordantes et qu'il y ait des gens qui soient opposés chez les écologistes, c'est vrai. Oui. Qu'il y en ait au Parti socialiste, c'est vrai aussi. Donc, je veux dire que là-dessus, sur ce débat-là, chacun va être obligé d'assumer ses responsabilités. Ça ne va pas remettre en cause l'accord entre Europe Écologie et le Parti socialiste. Le gouvernement, ça sera un test pour le gouvernement. Les ministres le disent, ça sera important pour eux. Oui. Je ne pense pas que ce soit un véritable problème. Moi, je crois que là-dessus, il ne faut pas tout mélanger. Surtout, d'autant plus, et c'est là-dessus que les gens qui veulent s'apprêter à voter non, à mon avis, se trompent, c'est que de toute façon, le texte, il est déjà en route et qu'on travaille au niveau européen à la suite. C'est-à-dire comment on construit maintenant politiquement... convaincre vos camarades de le voter? Écoutez, on a travaillé dessus cet après-midi, je sors d'une rencontre. Ça va dans le bon sens? Pas dans le bon sens, ça va dans le sens du oui pour le voter? Ça va au moins dans le sens d'une discussion. On a encore la réunion de notre Assemblée fédérale dans 15 jours. On va en débattre, les journées parlementaires la semaine prochaine à Nantes, donc la discussion n'est pas terminée. Donc j'espère qu'on va les convaincre pour pouvoir continuer ce saut fédéral au niveau européen, qui est la seule chance à la fois pour la question de la dette, mais aussi si on veut avoir les finances nécessaires pour investir dans une autre économie, dans une économie verte. Voilà la conviction du député européen José Bové. Merci d'avoir été notre invité. Merci Stéphane d'être resté avec nous. La suite du 22h et nous allons à présent parler d'une polémique. Pour certains d'ailleurs c'est un scandale. La liste des médicaments inefficaces, inutiles, voire dangereux est recensée dans un livre choc. Les professeurs Debré et Even lancent une violente charge contre l'industrie pharmaceutique. Les détails avec Mounir Soussi. La pilule risque de rester en travers de la gorge de l'industrie pharmaceutique. Bernard Debré, député UMP de Paris et chirurgien réputé, co-signe un ouvrage à charge contre les grands laboratoires. Dans leur guide, les deux médecins passent au crible 4000 médicaments. Leurs conclusions sont accablantes. La moitié des traitements ne serviraient à rien. Certains seraient même risqués pour les patients. Le gouvernement tempère ce constat. C'est un livre qui est spectaculaire. Moi, je voudrais dire quand même que la plupart des médicaments ont une utilité. Ils permettent de soigner, ils permettent de guérir. Pour autant, il faut être attentif, d'abord à ne pas trop en consommer. On a tendance à trop en consommer. Sur ce point, la France se classe au 5e rang des plus gros consommateurs. Les auteurs dénoncent l'inflation des traitements préventifs et la politique des laboratoires qui injectent 45% de leur chiffre d'affaires dans le marketing, laissant la recherche aux universités. Ils préconisent le déremboursement des médicaments inefficaces à leurs yeux. Cette mesure rapporterait 10 milliards aux caisses de la sécurité sociale. Et ce pavé dans la mare, justement, des deux professeurs intervient au moment où le déficit de la sécurité sociale se creuse. C'est un rapport de la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme et dresse un sombre diagnostic. Le déficit du régime général de la Sécu pour 2012 est estimé à plus de 14,7 milliards d'euros contre 13,8 prévus par l'ancien gouvernement. On parle des chiffres et des médicaments avec nos invités, notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Jean de Kerpasdoué, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes économiste de la santé, professeur au CNAM. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Goumbaud, d'abord sur les chiffres. Est-ce que la Cour des comptes a raison de sonner, de tirer la sonnette d'alarme?
Oui, malgré les apparences, parce qu'en fait, on n'est plus dans les déficits de l'année 2010, on était à 24 milliards, là on arrive à 14,7. Il est vrai que le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile de réduire. C'est-à-dire qu'on a réduit avec des subterfuges souvent, mais on a réduit et là on a de plus en plus de mal. La preuve, c'est que cette année, on sera 1 milliard au-dessus, comme vous venez de le dire à l'instant, de ce qui était prévu au départ. Alors le signal d'alarme, il vient aussi que la Cour des comptes fait des projections un peu sur l'avenir. Elle dit si on continue par exemple au rythme de l'accroissement de la dépense maladie, les assurances retraites ne seront pas équilibrées comme en 2017 comme il était prévu au départ. On va arriver en 2020 à 160 milliards de dettes du système de la sécurité sociale, ce qui est à peu près un tiers du régime général, ce qui est considérable, ce qui n'existe, nous dit la Cour des comptes, je n'ai pas été vérifié, mais dans ce rapport, elle dit ça n'existe nulle part ailleurs en Europe, on est les seuls à traîner un boulet de dettes comme de cette ampleur, et ce n'est pas la faute à la crise, dit-elle, puisque, d'après les calculs de la Cour des comptes, la crise n'expliquerait que le tiers du déficit, les 2 tiers seraient d'ordre structurel. Pour cette raison, elle tire le signal d'alarme effectivement, et on pourrait même un regard sur l'hôpital, puisque avant-hier, l'hôpital de Caen, par exemple, a décidé de ne plus payer ses cotisations sociales ni ses fournisseurs, ce qui pour une entreprise normale serait une cessation de paiement, un état de faillite. Les hôpitaux devaient être équilibrés en 2012, ils auront 400 millions d'euros de déficit, donc la situation en réalité ne s'améliore pas. Jean de Guervasdoué, sur ces chiffres, sur ce sombre diagnostic, il est vraiment sombre. C'est pire. C'est-à-dire que vous l'avez dit. Oui, c'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même, c'est seulement le déficit du régime général. Mais il faut rajouter le fonds de solidarité vieillesse et il faut rajouter le régime agricole qui est structurellement déficitaire. Donc on est plutôt autour de 20 milliards d'euros de déficit. Eh bien, vous nous assommez un peu plus. On va se réveiller. Dans ce rapport, en tous les cas, la Cour des comptes, il y a des préconisations. Déjà, Jean-Louis, quelles sont ces préconisations? Alors, il y a les préconisations, je dirais, traditionnelles de la Cour des comptes dès qu'elle s'intéresse aux comptes publics sur les gaspillages, la meilleure gestion, les économies à faire. On en parlera peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, on vient de le voir à l'instant avec cette affaire de médicaments où on parle de 10 milliards d'euros d'économies. Je ne sais pas très bien où ils ont trouvé ce chiffre, mais enfin, peu importe, M. Guervasdoué pourra nous le dire certainement tout à l'heure, il le sait. Mais je l'ai trouvé le plus intéressant dans le rapport de la Cour des comptes, c'est cette idée sur les nouvelles sources de recettes. Alors, c'est une idée qui traîne depuis très longtemps, mais là, pour la première fois, la Cour des comptes l'officialise d'une certaine façon en disant mais il faudrait peut-être faire payer les retraités comme un peu tout le monde. Pas tous les retraités, parce qu'il y a des retraites très très pauvres, très bizarres. Mais si on additionne l'ensemble des avantages fiscaux et sociaux des retraités, on arriverait, d'après la Cour des comptes... Pardon, c'est une proposition choc, politiquement choc. Socialement, oui. Et socialement, on arriverait à 12 milliards d'euros. Et là-dessus, vous avez des avantages, par exemple, les dégrèvements fiscaux de l'impôt sur le revenu pour frais professionnels. Pour un retraité, ça peut paraître un petit peu bizarre. Là, déjà, on est sur 3-4 milliards d'euros. Et surtout, là-dessus où insiste la Cour des comptes, la CSG, puisque les retraités ne paient pas. Et donc, la Cour des comptes estime qu'on pourrait gagner, sans faire payer les retraites les plus basses, de l'ordre de 5 milliards d'euros. Alors, vous faites le parallèle, on a 14 milliards 7 de déficit, 12 milliards d'avantages fiscaux, on se dit, bah, tiens, on élimine les avantages fiscaux et on résout le déficit. Ça paraît simple comme ça. Oui, enfin, d'autant que nous avons aujourd'hui le système de santé le plus cher au monde, à part les États-Unis, que si on se compare à la moyenne des pays comparables, des gens qui ont la même espérance de vie que nous, on dépense 50, pas 12 ou 14, 50 milliards d'euros de plus que les pays comparables. Si on se compare au Japon, les pays où on vit le plus vieux au monde, mais aussi à l'Italie, mais aussi à l'Espagne, où on vit plus vieux qu'en France. Et on est cher pour des raisons assez simples. C'est-à-dire on hospitalise beaucoup en France, 70%. Parfois pour des raisons injustifiées, alors. Oui, parce que malheureusement, l'hôpital est en train de devenir le généraliste des pauvres. Donc, l'année dernière, en Seine-Saint-Denis, aucun généraliste ne s'est installé. À Paris, il y a eu 5 généralistes qui se sont installés, alors qu'il y en a 250 qui partent à la retraite dans les 5 ans. Donc, on choisit l'hôpital plus que la ville, les spécialistes plus que les généralistes, les médecins plus que les infirmières. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, vous avez 5 infirmières par médecin, nous, on en a 2,5. Mais en revanche, on a beaucoup de médecins. Et enfin, on prescrit trop et c'est le médicament. C'est le sujet de ce livre qui fait beaucoup de bruit, qui évoque ce gaspillage entretenu par l'industrie pharmaceutique. C'est à ce point, un médicament sur 2 inutile, inefficace? Alors la réponse, c'est ces chiffres sont assez exacts, au moins dans leur ordre de grandeur.
Je ne suis pas pharmacologue, mais économiste de la santé. Quand on regarde les chiffres, c'est assez simple, je vais vous en citer deux simplement. Quand on se compare à la Norvège, donc j'ai pas voulu prendre le Royaume-Uni pour des raisons assez évidentes. Donc, en Norvège, on dépense 276 € par an de médicaments de moins que nous, par habitant. Nous sommes 65 millions, vous faites la multiplication, ça fait 17 milliards. Quand vous regardez les pays protestants, alors c'est drôle parce qu'il y a une différence entre les pays catholiques et les pays protestants. Donc, les pays catholiques ne croient pas en Dieu, mais ils croient en la médecine. Les pays protestants croient toujours un peu en Dieu et moins en la médecine. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne que nous, entre 80 et 90% des ordonnances sont suivies de consultations, sont suivies de médicaments. Alors qu'aux Pays-Bas, 40% seulement, donc moins de la moitié, sont suivis d'ordonnances. Donc en France, on considère que les médecins doivent toujours prescrire, ce qui n'est pas le cas dans les pays protestants. Non. Et si on les retire, ces médicaments inefficaces, inutiles du marché, est-ce qu'on va économiser beaucoup? Je ne parle même pas des médicaments dangereux qui ne devraient même pas être encore sur le marché. Alors si vous voulez, c'est compliqué, et il le rappelle, tous les médicaments efficaces sont dangereux. Tous. Seuls les médicaments qui ne sont pas efficaces. On est rassurés ce soir. Non, mais à partir de moment où vous avez efficace. Un verre de whisky, si vous voulez. Avec modération, alors. Oui. La conclusion, Jean de Carvazeux. Non, mais si vous voulez, il est clair que tous les médicaments sont efficaces, que les médicaments doivent être prescrits avec parcimonie, que quand on prescrit trop, les interactions entre médicaments sont entre eux comme le factoriel du nombre. Donc 2 c'est 2, 3 c'est 6, mais 10 c'est 3 millions, 11 c'est 4 milliards. Donc si vous voulez, comme me disait un de mes amis médecins, ce qui est incroyable, c'est que les personnes âgées, souvent des femmes, à qui on prescrit 12 ou 13 médicaments survivent, parce qu'il y a effectivement des interactions considérables. Alors les admissions en urgence dues aux maladies liées aux médicaments sont très très élevées. C'est-à-dire selon les études, c'est entre 10 et 20%. Donc je pense que les chiffres qu'ils donnent globalement sont des chiffres exacts. Je pense qu'il faut rajouter que l'industrie pharmaceutique est une grande industrie, qu'on est soigné grâce à l'efficacité des médicaments, mais qu'il est clair qu'en France, nous sommes les consommateurs mondiaux en volume, pas en prix. Vous avez rappelé tout à l'heure en disant qu'on était 5e, ce qui est vrai, mais en volume, on consomme beaucoup. Et discours de raison et de prudence. Merci beaucoup Jean de Carvazeux. Merci Jean-Louis Gombault pour votre analyse. Madame. La suite du 22h, c'est la dernière page de ce journal avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Monir Souci. Presque 2 ans jour pour jour après l'enlèvement au Niger des 4 otages français travaillant pour Areva, les ravisseurs posent leurs conditions à une éventuelle libération. Les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique réclament 90 millions d'euros pour relâcher leurs prisonniers. Aujourd'hui, François Hollande a reçu discrètement les familles des otages. Une amende de 150 € pour avoir téléchargé de la musique illégalement. Hadopi entre dans son volet répressif. Un internaute a été condamné par le tribunal de police de Belfort. Cette première sanction intervient dans un contexte compliqué pour l'agence installée sous Nicolas Sarkozy. Le ministère de la Culture envisage aujourd'hui de réduire drastiquement son budget. Un professeur violemment agressé par un de ses élèves dans un lycée bordelais. À la suite d'un désaccord au cours d'un débat sur le système politique du Maroc, le pays d'origine de ses parents, l'élève de terminale s'en est pris physiquement à son enseignant. Le fait que l'élève soit sorti de ses gonds ne s'est pas passé nécessairement dans le cours et n'a surtout rien à voir, contrairement à ce qui a pu être dit et écrit jusqu'à présent, avec notamment la question de la religion, de l'islam. Donc je m'inscris complètement en faux sur ce qui a pu être dit. Cet événement intervient au lendemain de l'agression d'une enseignante par la mère d'un élève à Poitiers. L'ancien numéro 1 du Parti communiste prend ses distances avec le PC. Le sénateur du Val d'Oise ne se reconnaît plus dans la nouvelle ligne inspirée par le Front de gauche. Il décide de quitter le groupe communiste du Sénat pour rejoindre le Rassemblement démocratique social et européen composé en majorité de radicaux de gauche. En un mot, ça se résume. Cohérence. Voilà, je suis en désaccord avec la démarche du groupe depuis un bon moment. Je ne me retrouve pas dans cette politique qui est d'exaltation forte, brutale et qui est en fait opposée à la majorité et au président de la République que moi j'ai soutenu. Dans le dessin du jour, Cabu trouve incongrue la multiplication d'émissions culinaires type Masterchef.
au moment où les ménages ont de plus en plus de mal à remplir leur caddie. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre magazine. Et si on partait, je vous souhaite une belle soirée sur Public Sénat et à lundi, avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis institutrice. Je m'appelle François et je suis ingénieur. Je m'appelle Charlotte et je suis étudiant. Je m'appelle Grégoire et je suis étudiant. Et on part à Madagascar. Pour moi, Madagascar, c'est une faune et une flore exceptionnelles et uniques. C'est une terre rouge, des baobabs gigantesques. Avec 80% d'espèces endémiques, Madagascar est un véritable musée vivant, une richesse naturelle dont dépend 80% de la population, mais qui est menacée de disparition, notamment à cause de la déforestation. C'est également les Lémuriens. Située au cœur de l'océan Indien, à 400 km des côtes africaines, l'île Rouge, à la terre très riche en fer et aux 20 millions d'habitants, est un mélange de cultures asiatiques et africaines. Pour moi, Madagascar, c'est une île exceptionnelle et une culture où on va découvrir énormément de nouveautés. Après une dure colonisation française, indépendant depuis 1960, les Malgaches ont enchaîné les crises politiques. En 2009, plusieurs semaines de manifestations à Tananarive ont contraint le président Ravalomanana à l'exil. Depuis, c'est un ancien DJ de 38 ans, maire de la capitale, qui est au pouvoir. L'Union européenne, les États-Unis ou encore l'Union africaine ont condamné ce qu'ils ont appelé un coup d'État. Madagascar, c'est le pays où je suis née. Voilà, ça m'évoque une grande étendue de sable et l'enfance. Sur les traces de son enfance, Anne a décidé d'aller passer un mois dans le pays de sa naissance. Dans ses bagages, son mari, François, et leurs 2 enfants. Ça, c'est la maison de mes parents à Batoumandre. Donc, la voilà, elle était au bord de la mer. C'est là que je suis née. J'espère que malgré tous les cyclones qui sont passés par là, elle a tenu. J'essaierai de la trouver. Moi, je suis née à Madagascar en 61. Mon père y était militaire, médecin. Et il a séjourné à Batoumandry et puis à Manandjar. Je voudrais retourner sur les lieux de mon enfance. Et avant de partir, vous avez des appréhensions, des choses qui vous inquiètent particulièrement ou... Quelles sont les conditions de stabilité politique du pays? Déjà connaître l'histoire de Madagascar, avoir quelques repères historiques et savoir ce que le pays vit depuis la décolonisation, comment il s'organise politiquement. Et que représentent les Français aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste comme ressenti? Ça, j'aimerais bien le savoir. Pour répondre aux questions de nos voyageurs sur l'évolution de la situation politique à